Davy, si tu continues à négliger l'arrosage de ces plantes, elles vont dépérir sous tes yeux, a décrété Kevin Morris, enfonçant une porte ouverte. Tout ce que ma sœur avait planté le printemps précédent s'était flétri, preuve de ma négligence. Manifestement, je n'avais tout simplement pas la volonté de les hydrater. Elle avait probablement dépensé une petite fortune pour ces roses nichées sous les fenêtres. Au-delà de l'investissement financier, il y avait le temps qu'elle avait consacré à les planter dans les jardinières que mon ex-femme et moi avions fabriquées. Ma sœur, Jane, pensait que les roses pourraient me remonter le moral et soulager ma dépression. Une telle transformation ne s'est pas produite. Que ces fichues fleurs se fanent et meurent, tout comme l'affection de ma femme pour moi. Décédée. Comme mon cher ami, Stuart Olson. Nous avons rendu Stuart à la terre plus tôt aujourd'hui. Kevin et moi avons tous les deux prononcé des éloges funèbres. Il n'y avait pas un seul œil sec dans la chapelle après la conclusion de l'allocution de 10 minutes de Kevin. Ensuite, c'était mon tour. Nous avions orchestré cela de cette manière. Kevin a suscité des larmes, puis je me suis efforcé de remonter le moral en racontant quelques anecdotes de notre époque dans le groupe. Kevin, Stuart et moi avions composé The Yondé Blues Road. Nous avons obtenu un succès modéré au niveau régional. Nous étions réservés presque tous les week-ends, et pas mal de jours de semaine, suffisamment pour cultiver une base de fans dévoués. C'est là que j'ai rencontré Sandy, une blonde époustouflante qui est devenue ma femme. À ce moment-là, la réalisation m'a frappé. Aujourd'hui marquait précisément 1 an que j'avais vu cette terrible expression sur son visage et entendu sa version de « Il faut qu'on parle ». Serait-ce vraiment aujourd'hui? Le premier anniversaire de la dissolution de mon mariage, coïncidant avec les funérailles de mon ami le plus proche. Tout cela a traversé mon esprit en quelques secondes tandis que je dévissais les capsules de 2 bouteilles de bière. Kevin a sorti une bouteille de Jack Daniels de l'étagère et a versé 2 shots. Kevin a levé son verre. Salut. Salut, ai-je répondu à son toast en l'honneur de notre ami, qui était à moitié suédois, à moitié italien et un fan de longue date des Vikings. Nous avons descendu un shot de Jack et sommes passés à la bière. Et Davy, ta main saigne. J'ai baissé les yeux, et en effet, j'ai dû me couper le doigt en retirant les capsules des bouteilles de bière. J'ai attrapé une serviette au bar et j'ai enveloppé la blessure avant de me diriger vers la salle de bain où nous. Enfin, j'y avais gardé la trousse de premier secours. En enlevant la serviette, j'ai remarqué la broderie. Davy et Sandy, 3 août 2005. Puissiez-vous toujours vous aimer autant que le jour de votre mariage. Sa grand-mère avait cousu et nous avait offert un ensemble de ces pièces brodées comme cadeau de mariage. Je suppose que Sandy n'avait pas pris la peine de les emporter quand elle a emmené tout le reste d'ici. L'année précédente, Kevin avait remarqué l'expression sur mon visage à mon retour de la salle de bain. J'étais sur le point de rentrer, mais tu veux que je reste? Boire un autre verre? Non, mon pote. Rentre auprès de ta femme. Ce sont toujours des jours difficiles pour les couples. Embrasse Patty de ma part et dis-lui que je lui envoie mon amour. Sur ces mots, Kevin est parti, me laissant méditer sur la façon dont tout dans ma vie avait dégénéré en un désastre. The Yondé Blues Road passait dans une petite taverne de Madison ce soir-là, nous avions une salle comble. Un mélange de reprises se mêlait harmonieusement à certains de nos morceaux originaux. Du bon vieux blues et du rock. Stuart était à la batterie, Kevin à la basse et au clavier, et moi je chantais et jouais de la guitare. Une magnifique l'épaule signée par le maître lui-même. Elle aurait dû être accrochée au mur de mon bureau, mais Monsieur Paul m'avait personnellement dit qu'il serait dommage de ne pas jouer d'un si bel instrument, alors je l'ai fait. Au fait, en parlant de beauté, il y avait dans la foule cette même blonde qui était présente 6 semaines auparavant lors de notre dernier concert dans ce bar. On ne pouvait pas, ou du moins je ne pouvais pas, l'oublier. Elle mesurait environ 170 cm, avec de longs cheveux blonds, un doux sourire et une silhouette incroyable. Soulignée par un t-shirt moulant et un jean slim. Et quand elle dansait, j'étais pratiquement excité. Pas trop mal pour un rocker, c'est pourquoi tant de filles deviennent folles quand le chanteur se présente avec un renflement visible dans son pantalon. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, j'ai fait quelque chose que nous ne faisions que très rarement, et seulement quand il y avait une femme dans le public avec la bonne silhouette et les bons mouvements. Vous vous souvenez de la vidéo de Bruce Springsteen Dancing in the Dark, où Bruce invite une fille au hasard, qui se trouvait être Courtney Cox avant qu'elle ne devienne célèbre dans Friends, sur scène pour danser? Eh bien, c'est précisément ce que j'ai fait avec la blonde pendant que nous jouions une reprise de Springsteen, et elle a assuré. Elle a dansé, nous avons joué,
et la foule s'est déchaînée. Elle était toujours au bar quand le groupe a terminé son deuxième et dernier appel. Il n'était pas nécessaire de me frapper à la tête avec une brique pour comprendre que cette dame m'attendait. Kevin et Stuart m'ont accordé un répit pour ne pas avoir à ranger le matériel. Il n'y a pas d'équipe technique dans le petit monde du rock indé pendant que je me dirigeais vers le bar pour me présenter. Nous avons bavardé quelques minutes avant qu'elle ne me donne son numéro de téléphone, me demandant de l'appeler. Puis elle est sortie, et je n'ai pu détourner le regard de son postérieur parfait moulé dans ce jean. Quelques semaines plus tard, le groupe était engagé pour un autre concert dans un club de Madison. J'ai appelé Sandy et lui ai demandé si elle était libre pour un vrai rendez-vous le vendredi, puisque nous jouions le samedi. Elle a dit oui. J'ai donc réservé une table dans l'un des meilleurs restaurants de la ville et acheté des billets pour l'orchestre symphonique de l'université. Je suis allé chercher Sandy chez elle, et elle était absolument stupéfiante dans sa petite robe noire et ses talons. Rien de provocateur, juste élégant. J'étais content d'avoir mis une belle veste de sport et d'avoir rasé ma barbe de 3 jours habituelle. Notre conversation au dîner s'est déroulée avec fluidité. Nous apprenions simplement à nous connaître, nos goûts et nos aversions. Pendant le concert, Sandy m'a tenu la main. Elle m'a dit que j'avais fait un bon choix. Beethoven était son compositeur préféré, et la 3e symphonie était l'une de ses 2 favorites de tous les temps. Elle a exprimé sa surprise qu'un guitariste de blues rock choisisse une symphonie. J'ai dû admettre que dans ma jeunesse, j'avais pris 8 ans de cours de violon et passé 4 ans dans l'orchestre de chambre de notre école. J'ai également avoué que j'avais pris la guitare parce que, en tant qu'adolescent en pleine poussée hormonale, je savais que les filles préféraient les guitaristes aux violonistes de concert. Sandy a ri de bon cœur à cette remarque. Après le concert, j'ai emmené Sandy dans un salon tranquille pour prendre un verre, puis je l'ai ramenée chez elle. Lorsque nous étions devant sa porte, je lui ai dit combien j'avais apprécié sa compagnie et lui ai demandé si elle serait à la taverne samedi. « Serez-vous au club demain soir ?» lui ai-je demandé, « ou pouvons-nous prendre un café après que j'ai fini ?» « Désolé, Davy, je ne vais pas te mentir. J'ai déjà des projets pour demain soir, et il serait injuste de les annuler à la dernière minute. Je viens de passer une merveilleuse soirée avec toi, mais il faut rester juste. J'espère que nous pourrons refaire ça bientôt. » J'étais déçu. C'était l'une des meilleures soirées que j'avais passées depuis longtemps. J'avais l'impression que nous avions vraiment connecté, mais j'ai retenu ma langue, ne voulant pas gâcher une agréable soirée avec des mots trop acerbes. Je lui ai donné un baiser rapide et je suis parti. Le soir suivant, j'ai fait de mon mieux pour ne pas laisser ma déception affecter notre spectacle, mais je savais qu'il manquait d'énergie. Personne n'a semblé s'en soucier lorsque le dernier set s'est terminé sans rappel, et nous avons quitté la scène avant 11 heures. Après avoir chargé le matériel dans le camion, j'ai pris la route, espérant chasser ma frustration. Cela s'est avéré être une mauvaise idée car, alors que je sortais du café du coin avec une tasse de café, j'ai vu Sandy et un type sortir d'un club de jazz en face. Le type avait l'air très familier, probablement un athlète à en juger par sa taille et sa carrure. Il semblait très proche. Assez proche pour que Sandy ne me remarque pas. Je me suis assis à l'une des tables sur le trottoir et je les ai regardés descendre le pâté de maison. Je ne me serais jamais abaissé à les suivre. Mais ce n'était pas nécessaire. Ils n'ont fait qu'un demi-pâté de maison avant d'entrer dans un immeuble d'appartement d'apparence agréable. Je suis resté assis là à finir mon café et à m'apitoyer sur mon sort avant de descendre jusqu'à cet immeuble pour regarder la liste des noms à côté des sonnettes. Un nom a immédiatement attiré mon attention, B. Johnston. C'est pour cela qu'il m'avait paru familier. Benjamin, ou plus largement connu sous le nom de Benny Johnston, était un running back all-américain qui avait été recruté par les New York Jets juste après avoir obtenu son diplôme du Wisconsin. C'était un immeuble plutôt haut de gamme dans le quartier des affaires pour un étudiant. Soit de riches anciens élèves s'assuraient que Benny vive dans le confort, soit il avait déjà commencé à dépenser son bonus de signature de plusieurs millions de dollars. Je ne suis pas resté pour voir si Sandy passait la nuit. J'ai fait ce que tout type qui se respecte ferait. J'ai trouvé un bar ouvert tard dans la nuit, j'ai commandé un double whisky, j'ai dragué une femme qui avait reconnu une rockstar et je l'ai emmenée dans ma chambre d'hôtel pour une nuit de sexe bestial. Le lendemain matin, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, bien décidé à oublier complètement Sandy. Je m'attendais presque à un appel de Sandy pendant la semaine suivante et j'ai été un peu surpris qu'il ne vienne jamais. Ce que j'ignorais, c'est que la sœur cadette de Sandy, Alice, une jeune fille sauvage de 16 ans, avait été retrouvée morte dans le métro de New York ce dimanche-là.
Une victime apparente d'une overdose dont les soi-disant amis avaient paniqué et l'avaient simplement abandonnée là. J'ai appris cette tragédie familiale beaucoup plus tard. Pendant que Sandy était aux prises avec ses tristes problèmes familiaux, je suis resté inconscient. Partant du principe qu'elle avait simplement conclu une meilleure affaire avec un athlète professionnel riche, je me suis investi à fond dans le travail avec le groupe. Nous avons commencé à décrocher plus de concerts dans la grande région de Chicago, ce qui signifiait plus de voyages à Madison ou dans l'ouest du Wisconsin. Sandy est devenu un lointain souvenir. Ce souvenir a refait surface un soir où notre groupe jouait dans un club sur Belmont Avenue. J'ai balayé la foule du regard et j'ai vu Sandy. Comme elle ne me regardait pas à ce moment-là, j'ai rapidement détourné les yeux. À la première occasion, j'ai annoncé à Kevin et Stuart que je changeais la liste des morceaux, et nous avons attaqué avec Dancing in the Dark. Mais au lieu d'inviter Sandy sur scène, j'ai repéré une beauté blonde dans le public et je lui ai demandé de monter. Je me suis efforcé au maximum de flirter avec la blonde, tandis qu'elle, à son tour, s'évertuait à projeter une aura de sensualité. Elle se débrouillait honorablement, mais elle restait indéniablement pas Sandy. À la fin du morceau, j'ai de nouveau scruté l'assemblée. Sandy était toujours absente. Ma petite vengeance avait donc atteint son but, cependant, pour des raisons qui m'échappaient, je n'ai pas éprouvé la satisfaction que j'avais anticipée. J'ai décidé de tenter le coup. Son numéro de téléphone persistait dans le répertoire de mon portable. Le lundi matin, j'ai envoyé un message, Kevin m'a dit qu'il t'avait vu samedi. A-t-il une raison particulière pour laquelle tu n'as pas pris la peine de me saluer? 10 minutes plus tard, une réponse est apparue, tu semblais occupé. Je ne voulais pas déranger. Tu es en ville en ce moment? On pourrait prendre un café? Je travaille à l'administration de Northwestern Memorial, et j'ai un emploi du temps assez flexible. Alors, fixe une heure. Puis, un déjeuner te conviendrait? Chez Ginoes, à midi, sur Superior Street? Affirmatif. Voilà comment a commencé notre relation. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner, et Sandy m'a expliqué la raison de son absence cette semaine-là, le décès de sa sœur. Quand elle m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas appelée, j'ai inventé un prétexte peu convaincant concernant une surcharge de travail cette semaine-là. Et vu qu'elle avait également omis de me contacter, j'ai supposé qu'elle avait des préoccupations plus importantes en tête. Elle n'a jamais fait allusion à Benny Johnston, et moi non plus. C'était probablement dû à la mauvaise image que cela aurait donné de moi si j'avais surveillé ses mouvements. J'étais conscient que je ne l'avais pas fait. Néanmoins, quelle conclusion aurait-elle pu en tirer? Ce n'était pas le commencement le plus prometteur pour une relation à un peu de mensonge et d'évasion innocent de ma part, couplé à plusieurs sujets qu'elle a choisi de ne pas aborder. Considérant que le déjeuner semblait s'être bien passé, je l'ai invitée au concert symphonique le jeudi. Midori devait interpréter le concerto pour violon de Dvouk, et j'avais accès à d'excellentes places. Sandy a exprimé sa joie d'y assister, et à partir de cette soirée, nous sommes devenus un couple. Plusieurs semaines se sont écoulées avant que notre relation physique n'atteigne son apogée. Cela s'est produit après une après-midi de shopping le long de Michigan Avenue, un dimanche. Sandy a demandé une demi-heure pour aller et est entrée chez Victoria's Secret. Nous avons partagé un repas léger chez elle, après quoi elle s'est éclipsée dans la chambre. Elle est réapparue vêtue d'un haut transparent et d'un string, puis a pris ma main et m'a entraîné dans sa chambre. La lumière était tamisée, et 2 bougies projetaient une douce lueur. Sandy a commencé à me déshabiller jusqu'à ce que je sois entièrement nu. Elle s'est assise sur le bord du lit, et je suis resté debout, près d'elle, en la regardant dans les yeux. Son toucher s'est fait plus doux, mais traduisait un désir latent. Nous avons échangé des baisers, et elle a promené ses mains sur mon dos, m'attirant plus près. La pièce était baignée d'un doux crépuscule, le scintillement des bougies conférant à l'instant une aura de mystère. Nos baisers sont devenus plus profonds, nos mouvements plus assurés. Je pouvais sentir la chaleur de son corps et sa respiration se mêler à la mienne. Elle a poussé un léger soupir alors que je la couchais sur le lit. Répondant à mon toucher, je savais que je voulais faire tout mon possible pour lui procurer du plaisir, en mettant toute mon expérience et ma tendresse dans chacun de mes gestes. Après quelques minutes, nos mouvements ont ralenti, mais sont devenus plus délibérés et chargés de sens. Nous étions complètement absorbés l'un par l'autre. Une fois le moment passé, nous nous sommes allongés côte à côte, reprenant notre souffle, conscients que ce n'était que la première étape vers quelque chose de plus grand entre nous. Nous avons certainement profité d'autres occasions ce week-end, et dans les jours et les nuits qui ont suivi.
Sandy et moi avons découvert que nous avions de nombreux intérêts communs au-delà de l'intimité profonde et de la musique. Nous avons rencontré quelques difficultés, la principale étant le temps que je consacrais au groupe, en plus de mon travail d'analyste système et des répétitions. Les concerts du week-end ne faisaient qu'augmenter les heures que nous passions séparés. De plus, malgré les affirmations de Sandy concernant sa confiance, toute la question des admiratrices restait un sujet de discorde. Malgré ces obstacles, nous avons réussi à nous fiancer quelques mois après être devenus exclusifs. J'ai fait ma demande un soir d'été, juste après un incroyable concert de réformation de Siegel-Schwall dans Grand Park. Sandy a accepté. Entre deux baisers, j'ai réservé une chambre d'hôtel spacieuse au centre-ville pour l'occasion. Nous avons célébré nos fiançailles dans une chambre offrant une vue sur le lac, les rideaux grands ouverts. Nous avons partagé une nuit intime, puis nous nous sommes assis droit dans le lit, sa tête reposant sur ma poitrine. Elle me regarda avec ses magnifiques yeux bleus et déclara « J'adore la façon dont tu me touches. C'est avantageux, car j'ai bien l'intention d'interagir avec ce corps pendant toute la durée de mon existence. » J'étais au comble du bonheur, du moins jusqu'à 6 semaines plus tard, lorsque les Jets se sont rendus à Chicago pour affronter les Bears lors d'un match de pré-saison. Le jeudi précédant le match, Sandy fut inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Plus inquiétant encore, elle inventa un prétexte pour aller boire un verre avec ses collègues le vendredi soir après le travail, moment où des sonnettes d'alarme et des voyants d'avertissement se sont déclenchés dans mon esprit. Sandy est rentrée chez elle vers 10 heures ce soir-là et est restée remarquablement silencieuse. Après qu'elle se fut endormie, j'ai découvert ses sous-vêtements et j'ai inhalé leur parfum. J'ai été soulagé de ne détecter aucune trace de parfum masculin ou d'indice d'excitation sexuelle. Peut-être, après tout, n'avais-je aucune raison de m'inquiéter, mais j'ai maintenu ma vigilance pendant tout le reste du week-end. J'ai été encore plus soulagé lorsque j'ai examiné attentivement ses courriers électroniques. Pendant qu'elle dormait, il y avait un message de Benny l'implorant de le revoir avant son départ de la ville avec l'équipe. Sa réponse indiquait que leur relation était terminée. Elle était fiancée, professait son amour pour son fiancé et avait simplement consenti à le rencontrer vendredi pour lui exprimer ce sentiment en face à face. Elle le supplia de ne plus jamais la contacter. 3 semaines plus tard, un événement se produisit qui changea irrévocablement ma vie. Hyundai Blues Road jouait dans un bar pittoresque et modeste de Kankakee lorsque 5 ou 6 membres d'un gang de motards de Joliet se sont matérialisés. Le groupe venait de terminer son deuxième set lorsqu'une commotion éclata à l'arrière du bar. La majorité des clients du bar tentaient de déterminer la nature de la perturbation, mais j'étais désireux de me procurer une bière, donc mon dos était orienté vers l'altercation. Soudain, j'ai détecté un clic distinct derrière moi. Avant que je puisse réagir, j'ai discerné un autre son que je n'ai pas pu immédiatement catégoriser, suivi d'une vive sensation de douleur dans mon bras. Il s'est avéré que le clic était le bruit d'un couteau à cran d'arrêt qui se déployait. L'un des motards avait l'intention de me poignarder dans le dos, pour des raisons inconnues de moi. Le deuxième son que j'avais entendu était la basse de Kevin frappant le motard dans le dos. En observant l'individu s'approcher de moi avec le couteau, Kevin l'a frappé avec une force suffisante pour perturber sa visée. La lacération sur mon bras n'était pas grave, mais elle était suffisamment profonde pour nécessiter 12 points de suture aux urgences. Inutile de dire que cela constituait la provocation finale pour Sandy. J'ai été contraint de renoncer à ma participation au groupe, de peur qu'il n'y ait pas de mariage. Le motard n'a jamais admis le motif de son ciblage de moi. Finalement, il a été condamné à 5 ans de prison pour une litanie d'accusations relatives à l'incident. Toute cette affaire était étrange. Quelque chose ne tournait pas rond, comme si l'ensemble de l'épisode avait été orchestré pour me transmettre un message. Ou étais-je simplement en train de succomber à la paranoïa? Des années plus tard, j'ai découvert la vérité. Le groupe avait une poignée de représentations restantes que nous ne pouvions pas annuler sans encourir de lourdes pénalités financières. Par conséquent, nous avons rebaptisé ces 6 dernières représentations-là « Goodbye Hyundai Blues Road Tour ». Suite à cela, j'ai quitté le groupe, anticipant une vie avec Sandy, mariage, achat d'une résidence, rénovation et transformation en notre foyer. Nous avons savouré plus de 2 ans de bonheur conjugal avant que des complications ne commencent à survenir. Sandy se sentait piégée dans son emploi, avec de maigres perspectives d'avancement dans les années à venir. Elle approchait de la trentaine et souhaitait reporter le moment d'avoir des enfants de plusieurs années encore. Parallèlement, elle nourrissait l'ambition d'établir une carrière solide. Sandy a postulé, sans succès, dans tous les hôpitaux du comté. Puis, un chasseur de tête l'a contactée avec une opportunité prometteuse.
L'hôpital pour enfants Saint-Jude de Memphis était intéressé à engager des discussions avec elle. Nous en avons discuté en détail. Je pourrais potentiellement commencer à chercher un emploi dans la région de Memphis, mais cela pourrait nécessiter un certain temps avant que des postes ne s'ouvrent dans mon domaine. Notre mariage resterait-il solide si nous vivions séparés pendant quelques mois environ? D'autres couples avaient surmonté de telles circonstances avec succès, alors pourquoi pas nous? Finalement, Sandy a passé avec succès le processus d'entretien, a reçu une offre alléchante, et nous nous sommes résolus, à contre-cœur, à résider dans des villes différentes pendant un certain temps. Cela aurait pu être une réussite, n'eût été une seule condition. 2 semaines après le déménagement de Sandy à Memphis, Benny Johnston a été transféré des Jets aux Titans. Nashville et Memphis sont distantes d'environ 300 km. Autrement, j'aurais peut-être fait preuve de plus d'initiative. En effet, j'aurais pu simplement démissionner de mon emploi et déménager là-bas. Cependant, j'ai laissé les événements se dérouler ou des événements qui ont finalement précipité la dissolution de mon mariage. Car, bien que je pensais que 300 km suffirait à dissuader Benny de courtiser Sandy, il ne les a manifestement pas jugés trop longs à parcourir. Pendant notre période de séparation, un autre événement s'est produit. J'ai reçu un courrier électronique de Davey, une ancienne connaissance de Sandy à l'université. J'ai découvert ce site web grâce à un vieil ami. Au début, j'ai cru que la fille représentée dans la vidéo était une jeune Sandy, mais j'ai ensuite réalisé que ce devait être sa sœur. Je ne sais pas trop comment aborder Sandy à ce sujet, c'est pourquoi je sollicite votre aide pour la faire retirer du site web. Le courrier électronique contenait un lien hypertexte vers un site web pour adultes. J'ai hésité avant de finalement le consulter. Je n'avais jamais rencontré Alice, mais j'avais parcouru des photos d'elle. La jeune femme figurant dans la vidéo était sans équivoque Alice, et dans la partie initiale, elle était représentée avec une autre femme dans un contexte sexuel. Je n'ai pas regardé la suite. Je n'en avais aucune envie. Cependant, il me fallait un membre de la famille ayant accès à son acte de naissance pour contacter le site web et obtenir le retrait de la vidéo d'Alice mineure. Sandy a été atterrée lorsque je l'ai informée. Elle a fait retirer la vidéo, épargnant ainsi à ses parents un nouveau rappel douloureux de ce qu'était devenue leur plus jeune fille. Peu de temps après, notre relation a commencé à se détériorer. Je pensais que nous nous retrouverions une fois que nous résiderions de nouveau ensemble. J'ai envoyé d'autres CV à des entreprises de Memphis, espérant obtenir quelques offres. Ayant appris par des connaissances communes que Sandy vivait seule à Memphis, Benny a lancé sa campagne. Je ne connais pas tous les détails, seulement le résultat final. Au cours du 3e mois de notre séparation, je me suis rendu à Memphis en avion pour un entretien d'embauche. Sandy m'a accueilli à l'aéroport, et il est devenu immédiatement évident que quelque chose n'allait pas. Mon entretien s'est avéré concluant, et j'ai reçu une offre d'emploi. J'ai hélé un taxi jusqu'à l'appartement de Sandy, et en entrant, j'ai entendu les mots tristes, Davey, je suis désolé, chérie, il faut qu'on parle. Une partie de ma dépression post-divorce provenait d'un dégoût de soi né du fait de n'avoir jamais été entièrement honnête avec Sandy. Je n'ai jamais trouvé le moyen d'aborder le sujet de sa relation avec Benny, le célèbre joueur de football professionnel. Je ne suis pas déficient physiquement. Je possède un physique respectable, mesure 1,85 m avec une carrure athlétique, et suis suffisamment beau pour attirer les femmes, et oui, je suis suffisamment bien doté. Cependant, comment un homme pourrait-il rivaliser avec un millionnaire qui mesure 1,90 m, pèse 110 kg et possède la force nécessaire pour jouer au football professionnel? Par conséquent, j'ai probablement commis la pire erreur possible, j'ai évité de confronter le problème évident. Je n'ai jamais cherché à comprendre quels démons Sandy combattait concernant Benny, ni tenté de les apaiser par une discussion ouverte. 1 an plus tard, j'étais toujours enlisé dans mon désespoir, laissant la dissolution de mon mariage continuer à peser lourdement sur moi. J'ai décliné l'offre d'emploi de l'entreprise de Memphis et suis resté ici, à Chicago. Sandy et moi avons divorcé, et elle a déménagé pour vivre avec Benny. Stuart est décédé dans un accident causé par un conducteur ivre alors qu'il rentrait du travail à moto. L'année précédente s'est éternisée avec une lenteur atroce. Pourquoi le temps s'accélère-t-il quand tout se déroule à merveille, mais ralentit jusqu'à devenir un supplice pendant les périodes difficiles, que ce soit des jours, des mois ou des années? Cela semble tout simplement injuste. Un événement positif s'est tout de même produit. Environ 1 mois après le service commémoratif de Stuart, Kevin jouait de la basse dans un groupe de blues local populaire, le John Reginald Group.
Ils étaient en plein enregistrement lorsque leur guitariste a été arrêté pour trafic de substances illicites. Kevin a informé John que j'étais disponible. John, connaissant mon jeu, m'a contacté pour me demander si cela m'intéresserait. Comme on dit, j'ai réussi l'audition et j'ai pris un peu de temps loin de mon emploi pour aider le groupe à terminer l'album. J'ai impressionné John un jour quand j'ai suggéré d'incorporer un violon électrique sur l'un des morceaux. Le lendemain, j'ai apporté mon violon au studio, j'ai invoqué l'esprit de Papa John Creech, et j'ai posé ma partie. Le groupe et le producteur ont été conquis, et le morceau a été inclus sur le disque compact. Peut-être était-ce dû aux endorphines libérées cette semaine au studio, mais soudain, tout m'a semblé plus lumineux. Cette nouvelle perspective a probablement joué un rôle important dans ce qui s'est passé ensuite. Ma sœur, Jane, a organisé un dîner et m'a présenté une femme de son travail. On ne pouvait décrire Kate Morgan que comme une bouffée d'air frais. Nous étions assis côte à côte pendant le dîner. Ma sœur n'est pas idiote, et j'ai probablement monopolisé le temps de Kate au point d'être impoli envers les autres invités de Jane. Il s'est avéré que les autres étaient simplement heureux de me voir d'une humeur aussi joyeuse pour une fois. C'est vraiment gratifiant d'avoir des amis merveilleux. J'ai cherché à apprendre le plus possible sur cette brune captivante, au-delà des attributs physiques évidents, ses yeux bruns, son sourire radieux et sa silhouette athlétique dissimulée sous une robe classique. Elle avait 24 ans, avait obtenu son master en administration des affaires, spécialisation finance, l'année précédente, et travaillait avec ma sœur depuis 1 an, appréciant le mentorat que Jane lui prodiguait. Le plus important, c'est qu'elle n'était engagée avec personne. Avant le départ de Kate, je lui ai demandé de m'accompagner à un rendez-vous le week-end suivant. J'ai dû bien faire quelque chose ce soir-là, car elle a accepté un rendez-vous pour le samedi soir suivant. Je vous épargnerai les détails exhaustifs, mais il suffit de dire qu'un rendez-vous en a précipité un deuxième, un troisième, et bien d'autres encore. J'ai présenté Kate à ma famille, et elle m'a présenté à ses parents. Environ 2 mois après le début de notre relation, un week-end nous a conduits dans la petite ville natale de Kate, dans l'Indiana, où vivaient ses parents, des catholiques assez conservateurs. Pour la première fois depuis le lycée, j'ai assisté à la messe du dimanche ce week-end-là. J'ai recueilli beaucoup d'informations sur Kate, des détails qu'elle avait été trop modeste pour divulguer elle-même. Ses parents étaient extrêmement fiers de leur fille unique et lui témoignaient une grande attention. La fierté était palpable dans leurs expressions lorsqu'ils ont raconté qu'elle avait terminé le lycée en tant que major de promotion, qu'elle avait été couronnée reine du bal de promo et qu'elle avait été capitaine de l'équipe de volley-ball. Elle avait obtenu une bourse complète pour Loyola et avait terminé ses études universitaires en tant que 2e de sa promotion. Jusqu'à ce moment, Kate et moi nous étions limités à des baisers et, parfois, à des moments de passion assez intenses. Cependant, elle souhaitait avancer à un rythme délibéré dans l'aspect physique de notre relation. Elle m'a informé qu'elle ne serait intime avec moi que lorsqu'elle serait certaine que nous nous aimions et que cela transcendait la simple passion amoureuse. Aussi difficile que cela se soit avéré, j'admirais suffisamment cette femme pour honorer ses souhaits. Sur le chemin du retour de chez ses parents, elle a consacré 3 heures à répondre à mes questions et à combler les lacunes. J'ai découvert qu'elle n'avait eu de relations étroites qu'avec 2 hommes. Le plus récent avait duré 3 ans à l'université. Elle reconnaissait qu'elle était différente de la majorité des femmes de notre génération, mais elle était satisfaite de son identité. Elle savait aussi que beaucoup d'hommes cessaient de l'inviter après quelques rendez-vous parce qu'elle ne cédait pas à leurs exigences, et c'était l'un des aspects que j'admirais. Et oui, elle a employé le mot « amour » en parlant de moi, en disant que je la respectais et que je n'essayais pas de la transformer en quelqu'un qu'elle n'était pas. Je lui ai confié que l'absence d'intimité physique était parfois difficile à supporter. J'ai exprimé mon désir de partager une telle intimité, mais j'ai transmis mon amour, employant le mot pour la première fois avec elle, et j'ai espéré que nous pourrions bientôt partager plus que de simples baisers. En réponse, Kate m'a donné un baiser appuyé sur la joue alors que nous filions sur l'autoroute à 110 km/h. Je crois sincèrement que nous serions passés à cette étape suivante de notre relation ce soir-là si Kate n'avait pas eu un vol à 6h30 du matin le lendemain et n'avait pas encore eu à faire ses bagages et à se reposer. La dernière chose que je voulais, c'était de précipiter le moment. J'ai conduit Kate à son appartement, je l'ai serrée dans une longue étreinte et je l'ai embrassée profondément. La semaine à venir s'annonçait ardue jusqu'à son retour à la maison vendredi. Nous avons convenu que j'irais la chercher à OR vendredi et que nous dînerions dans notre restaurant préféré cette semaine-là. Il est devenu impossible d'ignorer les événements qui se déroulaient dans la vie de mon ex-femme. Les pages sportives regorgeaient de nouvelles concernant le renvoi de Benjamin Johnston des Titans après un autre test de dépistage de drogue raté.
Plus accablant encore pour le pauvre Benny, il fut arrêté ce même soir pour violence domestique à accès de rage violente, comme il fut décrit. Les journaux n'ont pas identifié la victime, mais Benny avait frappé sa compagne et s'était par conséquent retrouvé incarcéré. J'avoue avoir ressenti une certaine sympathie pour Sandy. Elle a peut-être agi de façon répréhensible en me quittant pour Benny, mais je ne crois pas que quiconque mérite de subir des violences physiques de la part de son partenaire. Ma relation avec Kate était devenue si solide que, dès le vendredi, je pensais à peine à la situation avec Sandy. Quand j'ai retrouvé Kate au carrousel à bagages, une douzaine de roses rouges à la main, elle a presque failli les faire tomber en me sautant dans les bras et en me couvrant de baisers passionnés. J'avais réservé une table chez Charlie. Allons récupérer tes bagages et dirigeons-nous vers la ville. Kate m'a surpris avec sa réponse. Si nous allons dîner au restaurant, ces fleurs risquent de commencer à faner. J'ai une meilleure idée. Achetons quelques sandwichs italiens au bœuf à emporter et mangeons chez toi. Tu m'as manqué et j'ai envie d'être seul avec toi. Nous avons acheté la nourriture et nous sommes rendus chez moi. Nous avons parlé de nos professions respectives. Le voyage de Kate avait été fructueux et pourrait potentiellement mener à une promotion dans un avenir proche. Après le repas, les boissons et la conversation, Kate est allée droit au but. Emmène-moi au lit, Davy. J'ai envie de faire l'amour avec toi ce soir. Et nous avons effectivement fait l'amour. Nous avons savouré notre temps. En la déshabillant, je n'ai pas pu réprimer un sourire. Qu'est-ce qui t'amuse tant? Kate avait l'air blessée. Ce n'est pas amusant. Je souris comme un idiot parce que tu as un corps magnifique et que je me languis de le contempler depuis cette soirée chez ma sœur. Maintenant que je peux le faire, je ne sais pas si je dois simplement le regarder ou l'embrasser. C'est difficile de faire les deux en même temps. Fais-lui l'amour, fut sa réponse. Je n'ai pas hésité. J'ai pris le temps d'apprécier et d'explorer son corps. Je n'ai pas essayé de lui faire une fellation. Compte tenu de son expérience limitée jusqu'à présent, je ne pensais pas qu'elle y prendrait plaisir. Cependant, je me suis assuré qu'elle soit pleinement excitée avant que nous fassions l'amour pour la première fois. Ce fut une expérience lente et tendre du début à la fin. Nous nous sommes tenus l'un contre l'autre, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes regardés dans les yeux. Je l'ai senti frissonner, non pas d'un plaisir intense, mais d'une douce et satisfaisante libération. Immédiatement après, je me suis permis de lâcher prise. Nous étions allongés l'un à côté de l'autre, sa tête reposant sur mon épaule, ses mains caressant ma poitrine. C'était tellement merveilleux de tenir ma femme aimée dans mes bras une fois de plus que je n'ai pas pleuré, mais j'étais profondément ému. J'ai fait couler un bain, et nous nous sommes baignés ensemble. Au début, Kate semblait timide, mais je ne lui ai pas permis de se retirer. Je l'ai encouragée à entrer dans la baignoire avec moi. Nous avons continué à parler de l'importance de cette nuit pour nous. Quand l'eau a refroidi, je nous ai séchés tous les deux avec une serviette et je l'ai guidé de nouveau vers le lit. Cette fois, j'ai progressivement couvert son corps de baisers. Elle a essayé de m'en dissuader, mais j'ai persisté. Ce fut un pur plaisir. Je n'avais pas donné de plaisir à une femme de cette façon depuis le départ de Sandy, et je reconnais que cela m'avait manqué. Je n'ai pas cessé tant qu'elle n'avait pas atteint un autre sommet. Contrairement au premier, il n'y a pas eu le moindre tremblement. C'était la libération intense que je voulais qu'elle ressente. Nous avons fait l'amour de nouveau, puis nous nous sommes endormis, enlacés sous la couverture. Quand Kate s'est réveillée le lendemain matin, j'étais déjà éveillé, simplement allongé là, à observer sa beauté. Elle a bougé et m'a regardé timidement. C'est la première fois de ma vie que je dors nu. C'était merveilleux. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'espère qu'on pourra passer tout le week-end ensemble. Allons au parc. J'ai vraiment besoin de courir. Après une semaine de voyage, tu vas probablement finir par me tourner autour. On peut aller courir si tu promets de ne pas t'épuiser comme d'habitude. Il y a d'autres types d'activités physiques dont j'aimerais parler ce soir. D'accord. Je vais passer à mon appartement pour prendre mes vêtements de course et des affaires de rechange, étant donné que nous avons l'intention de passer le week-end ensemble. Peu après, Kate est partie, déclinant ma proposition de la raccompagner. Elle a hélé un taxi pour son domicile et devait revenir dans 2 heures. J'ai consacré l'heure qui a suivi à accomplir les tâches ménagères habituelles du week-end, souhaitant que la maison soit présentable pour le retour de Kate. 60 minutes après son départ, la sonnette a retenti. Une vague d'anticipation m'a traversé.
Kate devait être exceptionnellement impatiente de revenir, ayant réduit de moitié son absence prévue. J'ai ouvert la porte et j'ai été confronté à une surprise profondément inattendue. « Bonjour, Sandy. »« Salut, Davy. Est-ce que je peux entrer ?» Je ne pus qu'acquiescer d'un signe de tête et m'écarter lorsque Sandy, rayonnante comme toujours, franchit le seuil pour la première fois depuis qu'elle avait emporté ses affaires, environ 1 an et demi auparavant. « Davy, j'ai été une sotte, et je suis profondément désolé. Je t'aime et je désire que nous soyons de nouveau ensemble. J'aspire à redevenir ta femme. » Lorsque Kate quitta la résidence de Davy ce matin-là, elle imaginait déjà leurs noces. Elle se sentait euphorique. Il s'était abstenu de toute intimité sexuelle jusqu'à ce qu'elle soit assurée de son affection profonde pour Davy et confiante que ses sentiments étaient réciproques. Toute la nuit précédente avait dépassé ses attentes. Elle avait envisagé d'avoir des relations sexuelles avec Davy à son retour de ce dernier voyage d'affaires, qui avait rendu le déplacement atrocement long. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était à quel point elle prendrait plaisir à passer 60 minutes nue dans le bain avec lui. Dormir à ses côtés, leurs corps intimement pressés l'un contre l'autre. L'expérience tout entière s'était avérée exaltante pour une femme qui avait maintenu sa sensualité en réserve toute sa vie. Kate entra dans son appartement et jeta nonchalamment une semaine d'accumulation de tenues professionnelles sur le lit. Elle se déplaça rapidement dans le logement, rassemblant ses vêtements de sport et suffisamment de vêtements décontractés pour les 2 jours suivants. En récupérant son vêtement de nuit, elle s'arrêta, le regarda dans sa main et sourit avant de le remettre dans le tiroir. « Je n'en aurai pas besoin, » murmura-t-elle pour elle-même. Dans sa hâte, Kate s'arrêta un instant pour irriguer ses plantes d'intérieur, puis transporta sa valise jusqu'à la voiture et conduisit en direction de la maison de Davy, s'efforçant de respecter la limitation de vitesse affichée et d'éviter d'ignorer tout feu de signalisation. Cependant, en tournant dans Davis Street, son humeur euphorique fut brisée par un spectacle qui faillit la dévaster. Une Honda rouge portant des plaques d'immatriculation du Tennessee était garée dans l'allée. Kate ne s'arrêta pas. Elle continua à conduire, mais maintenant des larmes coulaient sur son visage au lieu d'un sourire alors qu'elle passait devant la résidence de Davy. Davy et Sandy étaient à l'intérieur, engagés dans une discussion sur toutes les questions qui nécessitaient une résolution avant leur divorce. Davy. Je regardais Sandy. Elle restait belle, même avec une contusion autour de l'œil. Dis-moi pourquoi, Sandy. Dis-moi pourquoi tu m'as abandonné pour un homme qui a fini par te soumettre à des violences physiques. J'étais consumé par la colère envers toi après que tu m'as présenté la vidéo d'Alice. Cela manque de cohérence logique maintenant, mais à l'époque, je te tenais pour responsable de l'avoir porté à mon attention. Ce n'était qu'un élément supplémentaire qui contribuait à mon chagrin concernant ma sœur cadette. J'avais toujours cru que peut-être je n'avais pas fait assez pour l'aider. J'ai projeté mon incapacité à la secourir sur toi. Simultanément, Benny a pris contact avec moi simplement pour converser. Quand je lui ai parlé de la vidéo, il a insinué que tu consacrais tes loisirs à regarder des films pour adultes au lieu de chercher un emploi à Memphis. Benny a prononcé de nombreuses déclarations qui ont érodé ma confiance en notre relation. Il m'a informé qu'il était de notoriété publique que la raison pour laquelle le motard t'avait poignardé était que tu avais eu des relations sexuelles avec sa maîtresse. Je laissai Sandy parler pendant un certain temps, contemplant à quel point toute cette épreuve me rappelait un téléfilm de série B que j'avais vu tard dans la nuit. Par la suite, j'exprimai mon point de vue. Reste ici. Je veux te montrer quelque chose. Je suis entré dans mon bureau et j'ai récupéré 2 dossiers. Sandy en premier. Voici une impression du courriel que Jason Taylor m'a transmis. Tu peux lire précisément ce qu'il a écrit pour m'informer de la vidéo. J'ai conservé une copie de son courriel au cas où je serais accusé de visionner du matériel illicite. Remarque comment Jason fait allusion au vieil ami qui lui a fourni l'adresse du site web. Lorsque j'ai confronté Jason l'année précédente, il a divulgué l'identité de son ami. C'était Benjamin Johnston. Sandy resta assise là, la bouche bée. Je n'avais pas fini. Voici le rapport du détective privé que j'ai engagé après ma conversation avec Jason. Quelque chose semblait incohérent concernant le motard qui a tenté de me poignarder ce soir-là. Veuillez lire la déclaration qu'il a obtenue d'un des membres du gang qui était présent dans le bar ce soir-là. Moi, Samuel Archer, détective privé engagé par David Newman, ai rencontré Daniel Bellet, membre du gang de motards Diablo basé à Joliet. Monsieur Bellet, moyennant des honoraires de 5 cents, a fourni la déclaration suivante. Tout en restant résolu à ne jamais le réitérer aux forces de l'ordre ni sous serment,
Monsieur Bailey a confirmé que Benjamin Johnston lui avait versé, ainsi qu'à ses associés, $7 500 pour assassiner David Newman. La bande a commis une erreur en confiant la tâche à un certain Joseph Burns dans le cadre de son initiation au gang. Le plan était de déclencher un conflit dans l'un des clubs où jouait le groupe de Monsieur Newman, et Monsieur Burns profiterait du chaos pour poignarder Monsieur Newman à mort. Monsieur Burns a échoué à cause de la rapidité d'intervention de Kevin Morris, le bassiste. Sandy termina sa lecture et me regarda avec les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Le seul détail que je n'ai jamais éclairci, dis-je, c'est pourquoi ton petit ami n'a jamais refait de tentative. Sandy répondit, eh bien, c'était à peu près à l'époque où Benny a commencé à sortir avec cette diva hip-hop. Il m'a probablement oublié pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce qu'elle mette fin à leur relation lorsqu'il a été transféré au Titan. Et ensuite, il a repris contact avec toi. Oui, et j'ai été assez stupide pour accepter ses appels parce qu'il affirmait avoir besoin d'un ami à qui se confier. Il a exploité mon amitié pour saper notre mariage, et je l'ai laissé faire. Pourras-tu jamais me pardonner? S'il te plaît, puis-je rentrer à la maison? Je t'aime, Davy. Je regardais l'une des plus belles femmes que j'ai jamais rencontrées, une femme que j'avais aimée de tout mon cœur, une femme qui avait maintenant besoin d'un ami, de mon pardon et de mon amour plus qu'à aucun autre moment de sa vie. Mon cœur et mon âme me poussaient à être cet ami, cet amant, et cet homme suffisamment magnanime pour lui pardonner son erreur de jugement quand elle a transgressé nos vœux et m'a abandonné pour un autre homme. Et zut, elle a dû déboutonner ses 2 premiers boutons de sa robe d'été pendant que j'étais dans mon bureau. Ses 2 seins parfaits étaient partiellement exposés, me tentant. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et l'ai attiré près de moi. Je te pardonne, Sandy. Je l'ai embrassé sur le front. Sandy me regarda avec tout l'espoir imaginable brillant dans ses magnifiques yeux bleus. Je te pardonne et te souhaite tout le bonheur possible à l'avenir. Cependant, peut-être qu'un jour tu comprendras que l'amour n'est pas simplement un mot de 4 lettres que tu utilises pour obtenir ce que tu veux. Je ne dis pas ça pour te blesser, mais je suis sincèrement amoureux d'une femme remarquable que j'ai l'intention d'épouser. Et ensemble, nous allons construire une famille. Elle a été mon ancre dans ce monde tumultueux. Elle m'a tiré du précipice. Je ne vais pas trahir sa confiance simplement parce que tu as besoin de moi maintenant. Je ne veux pas que tu sois blessé. Par conséquent, s'il te plaît, arrête de retourner vers Benjamin. Prends du temps, comme je l'ai fait, pour reprendre pied et te soigner physiquement, mentalement et spirituellement. Je ne te souhaite que le meilleur. Sandy fondit en larmes. Elle s'allongea sur le canapé, tremblant et sanglotant, jusqu'à ce que je décide de contacter ses parents. Ils sont arrivés, et je leur ai expliqué que j'avais accepté ses excuses, que je lui avais pardonné de m'avoir abandonné pour un vaurien, mais que je refusais de la reprendre. Heureusement, ses parents ont compris. Ils l'ont embrassé et l'ont raccompagné chez eux. Après le départ de Sandy avec ses parents, j'ai consulté l'heure. Il était déjà plus de 3 heures de l'après-midi. Kate aurait dû arriver il y a des heures. J'ai composé son numéro de téléphone et j'ai attendu sa réponse. Ce furent les 15 secondes les plus longues de mon existence. Quand Kate a finalement répondu, elle semblait distante. Je lui ai demandé si je pouvais venir la chercher. J'avais besoin d'aller au centre commercial et j'espérais qu'elle pourrait m'accompagner. Je l'ai informé que j'avais besoin de son avis avant d'acheter un cadeau pour une amie spéciale. Kate a paru hésitante, mais a acquiescé. J'ai conduit jusqu'à chez elle. Elle est sortie et est montée dans ma voiture, et nous sommes arrivés au centre commercial environ 20 minutes avant la fermeture. Je l'ai conduite dans une bijouterie, et elle a semblé surprise. Puis, je me suis agenouillé. Choisis ta bague et épouse-moi. Kate tomba à genoux et m'embrassa. Elle m'a embrassé avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il s'est passé encore 5 minutes avant que nous ne nous relevions. Elle a choisi un modèle remarquablement simple avec un diamant d'un demi-carat, bien sûr. J'ai demandé à la vendeuse de sertir un carat entier dans la monture et que je viendrais la chercher le lendemain. J'ai fait une tournée avec le John Reginald Group pendant 2 mois durant nos fiançailles. Cette tournée m'a guéri de l'envie de voyager. Et non, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec des groupies. Cependant, la passion musicale est restée avec moi. Peu après notre mariage, Kate et moi avons déménagé à Austin, où je travaille à temps plein dans le développement de systèmes. Ce poste me laisse suffisamment de flexibilité pour consacrer quelques heures par mois en tant que guitariste et violoniste de session. Oh,
Et suffisamment de temps pour être un père fier et très présent pour les 3 enfants que Kate et moi avons eu la chance d'avoir. Toutes ces années plus tard, je me surprends encore à chanter cette chanson fantaisiste de Dean Martin, Auluki Kanwan Gibi. Je l'ai embrassée, et elle m'a embrassé. Comme le type l'a dit une fois, and det a kick in the head. Jeg hader mit liv, hov. Min mand, der har været god. Same cow. Det er rigtig dumt, det er rigtig ærgerligt. Det er også pisse ulovligt. Så, men jeg kan altså sige så meget, at jeg er blevet gjort opmærksom på det af flere. Hvorfor I siger det til mig, det ved jeg ikke. Men det er anmeldt til spilmyndighederne. Så han får nok en lille e-boks her om en lille uge eller 2. Så har der ikke mere at sige til det. Hey, 07, godt han er på Malta, var. Held og lykke med at fange ham i hans e-boks, altså. Hvad er ulovligt? Det er fordi, at vores gode kære ven Bad VF er blevet gambling-streamer. Og det skal han jo selv styre. Men det er Jackstyle ikke fan af. Kort og kontant. Ja, fint klip her faktisk. Rigtig godt klip, Musse. Tak for at sende det. Godt, det er ikke gambling-streamer. Jeg ved det heller ikke rigtigt, faktisk, hvad det er, der er ulovligt ved det Sinks. Jeg ved det ikke rigtigt. Månedens klip. Vi trækker månedens klip i aften kl. 21. Så det bliver en minimum 4 timer stream i dag, for vi skal streame til kl. 21. Så det bliver nok sådan 4,5-5 timer stream, det der eller sådan noget. Tjek din sms. Jonas har sendt et billede. Men mate, altså det er fucking 10. gang, jeg siger det. Er du ikke sød at lade være med at sende mig dick pics, altså? Det skulle da fucking utroligt, mand. Mand, der har været fin. Ja. Men, sorry. Jamen, altså, jeg har sagt, jeg vil ikke have dem. Jeg er reserveret, altså. Til Johanne Milan, hey. Nå, lad os lige høre den her igen. Leak det på streamen, så stopper han. Jamen, det er jo mig, der får bandet. Jeg tager hjem til ham en dag på hans stream, og så ligger jeg det der. Tror du, det stopper? Hej Anna, hej Freja. Er lige blevet topklipper på Jax' stream med det der klip. Har han det på sådan en daily ting, eller hvad? I guess det er smart nok. Det lovlige er, at hele hans viewerbase er dansk, og han reklamerer for Crypto Casino, som er ulovligt i DK, så det er irrelevant, han snakker engelsk. Okay. Så er jeg med. Okay, hele chatten har lige Freja og Anna, der siger hej til alle. Det er godt. Meget skider i bandlige mande. Ham gider jeg ikke kigge på. Jeg er sgu træt af Horsens. Horsens og Kolding er ulovligt at være fan af herinde. Han må glæde sig til at betale skat af hans winnings. Ja. Skud skat på Malta. Ej, for helvede, jeg fik også det der på skærmen før. Oh my god, det havde jeg ikke engang set. Den helt klistret. Ja, I ryster lige lidt her, sorry. FCV, væk med dem. Okay, men Christensen, vi har et fælles had til FC Midtjylland, men at I kalder det FCV er en hån mod Esbjerg, by the way. De er ikke i Vestjylland. Okay, det er Midtjylland. Fix. Beklager, din chat kan lide mig. Det er sgu da en god ting. Nej, de er i vest. Nej, de er jo ikke. Når du kan køre i 1,5 time vest for Herning og stadigvæk ikke være nået til havet, så er det ikke Vestjylland. Nu tillader mig sgu. Jeg vil lige hente de sidste kroner, vi ses kl. 18. God idé, Carlsen. God idé. Herning i Midtjylland. Jamen det er fordi Viborg-fans, de er sure over, at Viborg føler, de er i Midtjylland, og Silkeborg føler, de er i Midtjylland, og Herning føler, de er i Midtjylland. I er alle sammen Midtjylland. Kan I ikke bare fucking fatte det, altså? What the fuck? Var Aquac mod? Jo. Martin, du gætter aldrig, hvad jeg har i bilen. Jessen, er det frygeligt tilfældigvis? Det vil jeg blive glad for. Drikker du? Jeg drikker sådan protein drinks. De skal ikke hedde Midtjylland, og sådan er det, de kan hedde FC Heden. Jamen det må de da gerne hedde. Men er det ikke lige meget, at de hedder Midtjylland, når I ikke hedder Midtjylland i Viborg? I hedder Viborg. Viborg. Puha, en stemning. Det er fodbold. Det er okay. Det er sgu fint. Var jeg quick mod? Jo. Er du i gang med at blive pumpet op? Nej, jeg får ikke... Jeg får bare ikke sådan... Jeg får ikke nok protein i løbet af en dag, tror jeg, så jeg drikker bare lidt ekstra. Der var en gang... ved at være træt af fodbold herinde. Jamen jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er jo ikke mig, der bestemmer det. Hvad så, Sebastian? Tusind tak for din 15 stream streak.
Hvad er det, du har i bilen, Jessen? Der bliver vi aldrig enige. Jeg er endda fra Viborg, by the way, Christensen. Altså... Fedt, du kunne læse den op 2 gange. Nå, jamen altså, der er det ved det ikke, at jeg glemmer ret hurtigt. Jeg tror, jeg har sådan en... Jeg er god til at huske